Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir devenir plus endurant globalement, que tu sois un coureur ou un triathlète. Plus précisément, dans cette vidéo, on va voir les 3 piliers qui vont te permettre de booster ton endurance. Premièrement, on va voir l'impact de la VO2 max sur l'endurance. Deuxièmement, comment améliorer ton métabolisme d'endurance. Et surtout, comment développer une économie de course redoutable. Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'on va non seulement détailler ces 3 points, mais je vais aussi te partager des conseils pratiques, des astuces pour le mettre en place dans ton entraînement à toi. Débutons. Premièrement, la VO2 max, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la quantité maximum d'oxygène que ton corps va être capable d'utiliser pendant un effort intense. Grosso modo, plus elle est élevée, plus ton corps va être capable de produire de l'énergie rapidement dans des exercices exigeants, donc notamment à haute intensité. On la considère souvent comme l'un des indicateurs principaux de la performance dans tous les sports d'endurance, course à pied, cyclisme, triathlon, etc. Et pour imaginer tout ça, prenons l'exemple d'une Formule 1. Plus le moteur est capable d'aspirer d'air et de brûler de l'essence rapidement, plus la voiture va pouvoir aller vite. Et bien pour notre corps, l'oxygène, c'est un peu comme le carburant. Plus le moteur est gros, plus tu vas pouvoir pousser longtemps sans t'écrouler. Une VO2 max plus élevée permet donc de tenir des intensités plus hautes, plus longtemps. Mais alors, comment la développer? Eh bien, le premier truc à comprendre, c'est que la VO2 max, c'est un indicateur. Et on ne peut pas spécifiquement le travailler d'une méthodologie. Puisqu'en fait, c'est un indicateur qu'on va suivre, mais qui imbrique tous les paramètres de la performance en course à pied. Autrement dit, plus tu cours rapidement, plus tu peux augmenter ta VO2 max. En fait, finalement, la VO2 max n'est qu'une conséquence de l'entraînement. Et en fait, en réalité, on ne va pas chercher à la travailler spécifiquement, mais ça va être la conséquence de tout ce qu'on va mettre en place à l'entraînement qui va te permettre d'avoir une VO2 max plus importante. Donc bien évidemment, ce qui va permettre de l'augmenter, c'est à la fois d'avoir des entraînements fractionnés au seuil, à VMA, des entraînements en côte, même des entraînements croisés avec du cyclisme et de la course à pied, mais aussi des sorties en zone d'endurance fondamentale, des sorties longues. En fait, ce qui compte pour augmenter ta VO2 max, c'est d'avoir un entraînement bien structuré, adapté à toi et qui va te permettre de progresser dans le temps. Il faut garder en tête que la VO2 max est aussi partiellement génétique et aussi influencée par ce que tu as fait plus petit. Concrètement, si jamais tu commences avec une VO2 max à 40, il y a très peu de chances que tu arrives à 80 un jour. Par contre, si jamais tu commences avec une VO2 max à 60, mais potentiellement tu pourras atteindre des sommets un peu plus hauts. Donc obligatoirement, plus génétiquement tu commences avec une VO2 max basse, moins tu as de chances d'atteindre des sommets. Du moins, ça, c'est d'un point de vue théorique. Certains grands champions ont naturellement une VO2 max très élevée. Mais attention, la VO2 max n'est pas le seul critère de performance. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as une VO2 max un peu plus basse que la moyenne ou que les athlètes qui courent à la même allure que toi, qu'obligatoirement tu vas être moins performant. Parce que c'est l'un des critères de performance et c'est pas le seul. En plus de tout ça, la VO2 max est grandement influencée par le sport que tu as fait étant jeune. Et oui, en fait, plus on est jeune, plus c'est facile de travailler cette VO2 max. Autrement dit, si jamais tes parents t'ont mis à la course à pied quand tu étais petit, il y a de grandes chances que tu sois un meilleur coureur ou du moins que tu aies une VO2 max plus facilement haute à l'âge adulte que si jamais tu t'es mis à courir comme moi à 22 ans, 20 ans, 22 ans, j'ai le doute. Bref, aux alentours des 20 ans et que tu n'as jamais fait de sport d'endurance auparavant. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que c'est un indicateur, que c'est pas le seul, qu'il ne faut pas que tu te focalises dessus, mais que c'est un indicateur qu'on va travailler indirectement pour progresser. La marge de progression existera quasiment toujours sur ta VO2 max, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche structurée, intelligente de l'entraînement qui te permet de progresser, d'augmenter petit à petit cette VO2 max. D'ailleurs, petite anecdote au passage, ne fais pas spécialement confiance à la VO2 max indiquée par ta montre. Et oui, typiquement, si je prends mon exemple à moi, l'année dernière, à mon pic de préparation Ironman, j'étais littéralement au plus bas de ma VO2 max depuis 3 ans. Pourtant, j'avais jamais eu une aussi bonne forme physique globale. Donc l'idée, c'est que si jamais tu veux vraiment suivre ta VO2 max, fais des tests en labo. C'est pas facile à faire, c'est pas pratique, mais c'est vraiment le meilleur moyen si jamais tu veux vraiment suivre cette donnée précisément. Parce que la montre peut te donner des indicateurs qui sont pas toujours les bons ou pas toujours précis. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager si tu veux plus de vidéos. Maintenant, passons au deuxième pilier, le métabolisme d'endurance. Alors, c'est quoi ce terme déjà? C'est la capacité que ton corps va avoir à utiliser une source d'énergie durant l'effort. En gros, utiliser l'énergie de façon plus efficace et plus durable. Quand on parle de métabolisme d'endurance, on inclut aussi la capacité que ton corps va avoir à recycler le lactate. Autrement dit, à utiliser le lactate que tu vas produire à l'effort pour le transformer en source d'énergie. Maintenant, imagine ton corps comme une centrale électrique. Si elle est bien optimisée, tu peux produire plus d'énergie à un coût plus faible. Et en fait, ton corps marche exactement pareil. Autrement dit, tu peux courir à une allure donnée
et dépenser moins d'énergie au fur et à mesure de ton entraînement, de ta progression en course à pied, en triathlon, etc. Et c'est pour ça que c'est crucial dans ton entraînement. Parce que ça te permet d'avoir moins d'accumulation de fatigue. Tout simplement, plus ton corps va savoir gérer l'énergie, gérer le lactate, moins tu vas avoir de difficultés à récupérer derrière. Tu vas avoir moins d'accumulation de fatigue, une meilleure longévité dans l'effort. Tu pourras soutenir un effort modéré ou intense plus longtemps, mais tu vas aussi favoriser une récupération plus rapide. Tout simplement, en optimisant ton métabolisme, tout comme un athlète professionnel, tu vas pouvoir augmenter le volume et donc récupérer plus vite entre chaque séance. C'est pour ça qu'un athlète professionnel peut s'entraîner beaucoup plus que toi, sans se blesser, en récupérant bien et en ayant des adaptations positives à l'issue de ses entraînements. Mais alors, comment on entraîne ce fameux métabolisme? Premièrement, il faut augmenter le volume d'entraînement. C'est la base de toute progression. Il va falloir courir, rouler, nager un peu plus. Et ça va se situer au sein de tes sorties longues, qui vont être un élément clé dans ta progression. Elles vont permettre à ton corps de bien brûler les graisses si tu travailles bien en zone 2, d'améliorer la capacité de ton corps à transporter l'oxygène et mieux gérer le lactate, sans parler de toutes les adaptations positives sur ta foulée qui vont se faire naturellement en même temps. La clé pour progresser dans ce métabolisme de base, c'est principalement de faire 80% de son entraînement en zone 2 et de garder 20% de travail qualitatif qui vont te permettre d'aller chercher des adaptations plus spécifiques sur un seuil, sur une vitesse, etc., etc. Maintenant, faisons un petit focus sur l'entraînement aérobie. L'objectif de l'aérobie, c'est un entraînement à une intensité relativement faible, voire modérée, où ton corps utilise majoritairement l'oxygène pour produire de l'énergie. Ça peut être notamment tes footings en zone 2 ou tes sorties vélo en zone 2. Ça permet donc d'augmenter ta capacité à transporter de l'oxygène au sein de ton corps, faciliter l'utilisation des graisses par ton corps, et physiologiquement parlant, ça va surtout permettre d'augmenter le nombre de mitochondries. Et ça, c'est des petites centrales énergétiques au sein de tes cellules. Et en plus de tout ça, le dernier point bénéfique, c'est une amélioration globale de ton efficacité cardiaque. Tu vas pouvoir courir plus vite avec un cardio qui baisse. Et ouais, en fait, on revient très souvent sur cette fameuse zone 2, mais tu vois qu'elle est vraiment clé au sein de ton entraînement. Et tout ça, ça nous amène au troisième pilier qui est plus technique, qui va être l'économie de course. L'économie de course, c'est primordial si tu veux être plus endurant, courir plus longtemps, tenir dans la durée. L'économie de course, c'est pas seulement ta capacité à utiliser l'énergie, mais c'est surtout ta capacité à réduire ta consommation d'énergie. Autrement dit, avec la même quantité d'oxygène, tu produis une vitesse supérieure. Si on prend l'exemple d'un athlète professionnel, par exemple Mo Farah, ce qui impressionne chez lui, bien évidemment, au-delà des performances de sa VO2 max stratosphérique, etc., c'est la fluidité de son mouvement. Et je prends l'exemple de cet athlète-là, mais j'aurais pu en prendre un nombre incalculable. Tu regardes sur un marathon, tous les professionnels ont une foulée quasiment aérienne. C'est fluide. Et même si, pour certains, leur attaque est talon, avant-pied, médio-pied, la foulée est toujours magnifique. On les voit voler au-dessus du bitume. Et tout ça donne l'impression de facilité. Finalement, c'est ça l'économie de course. C'est arriver à un niveau où courir devient plus facile. Tenir une allure devient plus facile. Ton mouvement est tellement précis, tellement beau, tellement parfait que tu économises naturellement. Alors bien évidemment, face à ça, on n'est pas tous équivalents. Des athlètes professionnels d'ailleurs le disent, ils ont naturellement une foulée qui est aérienne, technique, économique. Si on prend l'exemple de moi personnellement, j'ai une foulée plutôt lourde, terrestre, tel un bison qui court sur du bitume. Et pourtant, petit à petit, avec des grosses pincettes, me dirige progressivement vers une foulée un peu plus aérienne ou du moins un peu plus économe. Mais bien évidemment, on n'est pas tous égaux là-dessus et l'idée c'est de partir de ce qu'on est aujourd'hui pour le travailler petit à petit. Et l'important c'est pas de se dire que tu pars de là ou de là, mais bien simplement de la travailler naturellement. Et pour la travailler, voyons comment faire. Donc premièrement, la pratique régulière, parce que rien ne remplace la spécificité. Si tu veux courir mieux, pédaler plus rond, le mieux, c'est d'en faire. Et on revient encore une fois sur notre principe d'augmenter progressivement le volume. 2. Des séances spécifiques. Typiquement, des séances avec des accélérations. Des séances spécifiques en côte peuvent aussi permettre de changer ta foulée et de la travailler indirectement. Elles renforcent tes muscles et elles permettent d'apprendre une nouvelle technique de pose de pied en côte. Ça permet aussi d'augmenter naturellement ta cadence, ce qui peut travailler ta foulée. Troisièmement, faire du renforcement musculaire. Des muscles plus forts vont naturellement permettre de réduire la perte énergétique au moment de l'impact au sol. Tu peux ajouter aussi quelques exercices de cadence, par exemple, où tu vas essayer de courir un petit peu en surcadence, ou tout simplement à une cadence plus faible pour aussi travailler ton économie de course. L'idée, c'est simplement en fait de courir, de varier les possibilités, de varier les terrains,
de varier les types de dénivelé que tu vas avoir, un petit peu de côte, un petit peu de descente du plat, pour naturellement travailler ta foulée. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle. On pourra te parler de pliométrie, d'exercices, de techniques de course, de drills par exemple. Bien, tout ça, c'est bien, mais pour ça, il faut déjà avoir une technique très bonne. La pliométrie, si tu es comme moi, que tu es un peu un bison, ça peut augmenter principalement ton risque de blessure. Donc l'idée, c'est que si jamais tu veux faire ça, il faut te faire accompagner par un professionnel pour qu'il puisse te guider dans des exercices techniques. En tout cas, personnellement, je ne te conseillerais pas spécifiquement de faire des gammes avant tes séances si jamais tu n'es pas déjà très à l'aise avec ça ou que tu n'en fais pas depuis quelques temps. Mais ça, c'est mon avis personnel et certainement que tu peux avoir un avis différent. Et si jamais aujourd'hui tu fais des gammes et que tu les fais bien, il n'y a pas spécialement de contre-intérêt à le faire. Mais si jamais tu es comme moi et que tu ne sais pas faire de gamme, cherche pas à en faire parce que les faire mal, c'est peut-être plus négatif que de ne pas en faire. Par contre, point important, bien s'échauffer avant chaque séance. Ça, c'est primordial. Ce que tu dois retenir pour augmenter ton endurance et progresser en course à pied, c'est qu'on va venir travailler notre VO2 max par des biais indirects, puisqu'on ne peut pas la cibler précisément. Donc tout simplement, on va avoir un entraînement structuré, augmenter le volume et travailler intelligemment. Deuxièmement, on va travailler notre métabolisme d'endurance au travers d'entraînements aérobiques en zone 2, voire en zone 3 pour certains entraînements spécifiques, tout en augmentant toujours le volume et en faisant des sorties longues régulière. L'idée, c'est vraiment que la régularité va toujours primer sur le reste en course à pied. Il vaut mieux courir 50 km par semaine tout le temps que de faire des semaines à 100 km, puis 0, puis 200, puis 0, etc., etc. Je grossis les traits, mais tu comprends l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment régularité dans tes sorties, que ce soit des sorties longues, sorties fractionnées, etc., soit le plus régulier possible en fonction de ce que tu peux faire. Et enfin, économie de course, apprendre à optimiser sa foulée pour dépenser moins d'énergie à chaque pas. Et pour ça, quelques exercices faciles, renfo, séance en côte, régularité dans l'entraînement. Et si je devais donner quelques conseils finaux pour terminer cette vidéo, je te dirais que le plus important pour progresser en endurance, c'est avant tout d'être consistant, régulier dans l'entraînement. Je fais que de le répéter, mais franchement, c'est vraiment la clé de tout. D'augmenter progressivement le volume, et pas trop vite pour ne pas se blesser et de ne pas négliger le renforcement à côté. Maintenant que tu as toutes les clés pour booster ton endurance, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo et de la liker si elle t'a plu. Petit rappel, si jamais tu n'as pas de casquette Mus, elles sont éco-responsables et disponibles sur mus.fr. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.